Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal d'Alizé Télévision ce vendredi 5 août. L'invité de notre journal ce soir est Solène Maillot, la secrétaire adjointe de l'Association des cuisinières de Guadeloupe. Avec elle, nous parlerons de la fête des cuisinières, mais également des 100 ans de l'association. Il y avait de l'orage dans l'air pour cette 7e étape du Tour cycliste international de Guadeloupe. Les premières attaques sont parties très tôt sous une pluie battante, un mauvais temps qui a accompagné les coureurs du peloton tout le long de cette étape en grande terre. L'occasion pour ceux qui ne s'étaient pas encore illustrés de montrer le maillot à l'image de Sylvain Georges du team Pro-Imo qui gagne cette étape, mais surtout des coureurs locaux du VCS et de l'Excelsior. Éric Pommier est allé recueillir les premières impressions des 3 premiers de l'étape. Très heureux parce qu'on était déjà surreprésenté dans l'échappée. J'y croyais pas vraiment parce que l'Hippone étant très dangereux pour le classement général, j'avais peur que l'équipe de Thomas Loba nous laisse pas de chance. Et finalement, à 20 km de l'arrivée, j'ai commencé à y croire. Et connaissant le final pour l'avoir fait l'année dernière, je savais qu'il fallait être vigilant. Donc j'avais pointé vraiment le coureur américain qui pour moi était le plus costaud de l'échappée sur des montées courtes mais raides. Et puis voilà, j'ai fait qu'attaquer dans les 20 derniers kilomètres, ça n'a pas souri. Et puis à 5 km de l'arrivée, je suis parti pour un petit chrono. Satisfait pour moi, pour l'équipe bien évidemment, 3 victoires d'étape. Et bon, ça a été une super journée malgré le déluge. Rien n'est joué d'avance, hein, on l'a encore vu aujourd'hui. Après voilà, on était 2e au classement général. La course finit dimanche soir, donc c'est pour ça qu'il fallait se battre aussi aujourd'hui. Oui, sur le final, ça a été difficile. Bon, le final passait sur Météor, là où j'habite. Donc j'étais surmotivé. Je voulais remporter cette étape, mais malheureusement, il y a eu plus fort que moi. Bon, je me satisfais de cette 2e place, c'est pas mal. Oui, il y a encore de quoi faire. Bon, je pense que mes coéquipiers demain et dimanche vont aussi faire les efforts qu'il faut. Bon, pour moi, personnellement, je suis un peu fatigué. Bon, j'espère pouvoir récupérer pour demain et je pense que ça va bien se passer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai été piqué dans mon orgueil depuis hier puisqu'on n'a pas réussi à prendre la bonne. Bon, on s'est fait un peu remonter les bretelles, chose que tout le monde a compris. Et puis, nous sommes que 3 aussi, puisqu'il y a 2 qui n'ont pas pris le départ et Kenny Jean-Jacques qui marche fort était malade. Donc, on avait à cœur de faire une bonne étape pour tout le monde. Et puis dans la finale, c'était sinueux et ça attaquait beaucoup. Bon, Sylvain Georges a gagné. Je pense que les parties en costaud et puis derrière, il fallait juste sauver les meubles, quoi. C'est donc Sylvain Georges qui remporte cette étape et les premiers du classement de l'étape. Kéliane Duro du Vélo Club Saint-Anais est second. Olivier Curier, que l'on vient d'entendre, est 3e. Grégor Kiatowski du Club de la Défense est 4e. Et le 5e de l'étape, c'est Nicolas Thomasson du team Pro-Imo. Un nouveau maillot jaune dans ce Tour de Guadeloupe. Après avoir gagné 2 places hier, Julien Lippone de Bourg-un Cyclisme endosse ce soir le maillot jaune de leader. Il devance Thomas Lebas et José Chacon Diaz. Le 4e de ce classement général est Alexander Rivera Guerrero du Vélo Club Grand Case. 5e, Sébastien Fournet-Fayard du team Pro-Imo. Cédric Eustache de la sélection de Martinique est 6e du classement général. Je vous propose d'écouter l'ancien maillot jaune Thomas Lebas, suivi de celui qui l'a destitué, le coureur de Bourg-un Cyclisme, Julien Lippone. Ils sont tous deux au micro d'Éric Pommier. On s'attendait à une journée difficile. Après, on a repris la pluie qui a rendu encore plus difficile. On a été attaqué encore dès le début sur le plat, mis en difficulté. On a réussi à redresser la situation. Et après, c'est toujours pareil. Hein. Comme j'ai dit, moi, j'ai le maillot jaune provisoirement, mais au contre-la-montre, je suis quasiment battu à 100% par Eustache et Fournet-Fayard. Donc aujourd'hui encore, ils n'ont pas jugé bon de venir rouler avec nous pour limiter l'écart. Donc j'ai demandé à mon équipe d'arrêter de rouler parce que je vais pas les amener jusqu'au contre-la-montre pour finir 3e ou 4e ou 5e du Tour de Guadeloupe. Demain, je pense qu'on doit perdre le maillot, donc c'est plus à nous de rouler. Donc on va essayer d'aller chercher l'étape et puis pourquoi pas de reprendre un petit peu de temps au général. Globalement, c'est les Guadeloupéens, enfin même dans les Antilles en général, ils attaquent très très fort. Ils mettent des attaques
très très puissante et après souvent ça a du mal à s'entendre. Donc aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance que le groupe s'entende bien et que tout le monde prenne ses relais, ce qui m'a permis de prendre du temps et voilà, et de piéger aussi les principaux favoris. C'est des courses qui sont très très difficiles à contrôler parce que justement ça attaque tout le temps dans tous les sens et jusqu'au moment où ça pète et puis des fois ça roule, des fois ça roule pas. Aujourd'hui ça a roulé bien, donc tant mieux pour moi. Comment on fait? Ça va être compliqué de toute façon de garder le maillot jusqu'au bout, mais on va se battre pour ça, oui, c'est sûr. C'est vraiment une surprise, hein. L'objectif c'était de reprendre du temps avant le contre-la-montre parce que je sais que je vais perdre beaucoup de temps. Moi l'objectif avant de venir sur le Tour de Guadeloupe, c'était on visait plutôt un top 10, donc là je pense que même si je perds un peu de temps, je pense que maintenant top 5 au général c'est largement, ça devrait être faisable, quoi. Juliette Lipone qui partira donc en jaune demain pour la 8e étape qui se court en 2 tronçons. Le matin, 105 km au programme entre le Gosier et les Abîmes. Les coureurs prendront le départ à 9h, direction les Abîmes, Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne, les passages par les Abîmes à nouveau pour une boucle entre les 2 communes. L'arrivée est prévue à 11h30. Deuxième tronçon, ce sera dans l'après-midi, un contre-la-montre individuel sur 20 km qui attend les rescapés de ce tour. Départ face à l'école de Boivin et arrivée devant le stade de Bois-Ripaud en passant par Morne-à-l'Eau. Après avoir parlé cyclisme, nous parlons YOL. C'est de nouveau UFR Champflore qui s'est imposé aujourd'hui au terme de la 5e étape du Tour des YOL en Martinique. L'équipage de Félix Mérine devance celui des franciscains de Zapéty-Gerblay et de leurs homologues de GFA Cotterêts. La YOL Digicel termine à la 4e place et Mutuelle Margaillard à la 5e. Demain, avant-dernière étape entre Saint-Pierre et Fort-de-France. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. À Saint-Martin, les autorités lancent le projet de restauration du port de Marigot-Bay. Malgré les festivités liées au JO, la crise politique n'est pas oubliée au Brésil et nous verrons qu'une des îles de l'archipel des Bahamas est à vendre. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La collectivité de Saint-Martin vient de lancer un appel d'offres international pour les développeurs qui souhaitent nouer un partenariat d'investissement économique pour un projet de tourisme durable à la marina de Marigot. Le projet comprend l'aménagement d'un terrain de 21 hectares, le dragage d'un chenal de navigation, la création d'installations d'accostage pour accueillir les bateaux de croisière de taille moyenne, des méga-yachts, des ferries inter-îles ou encore la construction de digues. La collectivité de Saint-Martin envisage également la création d'un hôtel de conférences de luxe et d'une station balnéaire, avec des résidences privées et des magasins visant à renforcer le front de mer de Marigot, capitale de la partie française de l'île. Le plan d'aménagement devra introduire des espaces publics, y compris les parcs et espaces de promenade, qui devront garder l'authenticité et le caractère de la ville. La collectivité de Saint-Martin souhaite redynamiser son front de mer et lui donner un nouvel éclat pour attirer une clientèle touristique plus importante. Au Brésil, le début des Jeux Olympiques à Rio ne fait pas oublier la crise politique qui secoue le pays depuis des mois. La commission spéciale de 21 sénateurs vient de se prononcer en faveur de la poursuite de la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. La dirigeante de gauche, suspendue depuis le 12 mai, est accusée de maquillage des comptes publics. Ce n'est qu'une étape non contraignante avant le vote en assemblée plénière du Sénat le 9 août. Ce jour-là, si la majorité simple des 81 sénateurs se prononce pour la poursuite de la procédure d'impeachment, une nouvelle séance sera organisée à la fin août, au cours de laquelle l'avenir de Madame Rousseff sera décidé. Soit elle est destituée et perd donc ses droits politiques pour 8 ans, soit elle retrouve son mandat qui va jusqu'à la fin 2018. Selon des projections, au moins 54 des 81 sénateurs voteront contre Dilma Rousseff pour la destituer après plus de 5 ans au pouvoir. Qui n'a jamais rêvé de posséder sa propre île dans les Caraïbes ? Ce rêve peut devenir réalité puisque le gouvernement des Bahamas a décidé de vendre une île de son archipel qui en compte environ 700. Pour $1 million, vous pouvez devenir propriétaire d'une île, ce qui représente généralement le prix d'une très belle villa. C'est le cabinet immobilier de luxe HG Christie qui fait passer cette petite annonce pour la vente d'une bande de sable d'une centaine de mètres. Les bateaux peuvent s'y ancrer sans risque dans les eaux calmes et protégées toute l'année.
Le cadre est idéal pour une agence de voyage qui proposerait des excursions vers une île privée ou pour un moment de détente isolé de Nassau, la capitale des Bahamas. Ou pourquoi ne pas ouvrir votre propre bar de plage et organiser des fêtes toute la nuit sans ne jamais déranger vos voisins. Alors, prêt pour l'aventure Robinson Crusoe ? Retour en Guadeloupe après le braquage il y a 2 jours d'une bijouterie en pleine journée à la rue Frébeau. La question de la présence policière en centre-ville de Pointe-à-Pitre est de nouveau sur la table. Depuis fort longtemps, les commerçants pointois réclament plus de policiers, spécifiquement des patrouilles pédestres, pour dissuader les braqueurs et faciliter les arrestations. Une requête à laquelle la réponse tarde, autant du côté des policiers nationaux que de la municipalité. C'est en direction de l'État que l'on pointe le doigt. Les détails avec Eddy Elatré. Les renforts policiers restent toujours à l'ordre du jour pour juguler la délinquance à Pointe-à-Pitre. La sécurité des commerces dans l'agglomération ne s'améliore pas dans le contexte actuel où, malgré les patrouilles et les rondes policières, on ne parvient pas à inverser cette tendance. Il faut qu'il y ait plus de moyens de façon à ce qu'on ne nous rétorque pas ou qu'on ne rétorque pas aux habitants qui appellent lorsqu'il y a un braquage qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs et d'attendre. Et nous avons depuis 1 mois et demi, 2 mois, une recrudescence de faits de violence qui nous inquiète par leur fréquence, par le fait qu'il y a de plus en plus impliqués des mineurs. Aujourd'hui, on nous dit même qu'on verrait des femmes participer, le fusil à la main, à des agressions. L'épineux problème des effectifs sur le terrain demeure une préoccupation majeure face à l'insécurité qui règne dans la cité pointoise. Nous ne bénéficions pas en Guadeloupe des renforts saisonniers à l'instar de certaines communes de métropole. Et donc, comme d'habitude, nous faisons avec l'existant en termes humains et matériels. Ça fait maintenant des années qu'on réclame du matériel, des moyens humains et on a une police qui est motivée, on a des fonctionnaires motivés, mais on a du mal à assurer toutes les missions qui nous incombent. Il faut plus de policiers sur le terrain. Également une meilleure coordination entre les services de sécurité, également la police municipale. Toute police confondue, le manque d'effectifs est donc pointé du doigt, un dossier sur lequel il faudrait se pencher sérieusement avant que l'irréparable ne soit commis. Les commerçants du centre-ville de Pointe-à-Pitre ne savent à quel saint se vouer pour endiguer l'insécurité dont ils se disent victimes. Qui de l'État ou des collectivités locales doit garantir l'ordre public? Élément de réponse avec Johan Charpentier-Titi. En matière de sécurité publique, plusieurs organes coexistent. Et on l'oublie souvent, mais le maire est le premier responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune. Il est chargé d'une compétence de police administrative générale et est, à ce titre, responsable du bon ordre, de la sécurité, de la sûreté ou encore de la tranquillité publique. Ce n'est que dans le cas où ces missions ne seraient pas convenablement effectuées que l'État entre en jeu par le biais du préfet. C'est très restreint. C'est-à-dire que il prend une mesure pour une commune seule, il doit d'abord mettre en demeure le maire de prendre les mesures adéquates pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Et si le maire ne le fait pas, dans ce cas, il pourra effectivement prendre les mesures adéquates. Concrètement, si l'on prend l'exemple de Pointe-à-Pitre, l'insécurité ressentie notamment par les commerçants doit pouvoir trouver une première réponse de la municipalité. C'est le maire qui a le pouvoir de la police administrative générale. Il pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Alors c'est vrai que parfois, malheureusement, les personnes en uniforme n'empêchent pas certains délinquants de commettre des infractions. Néanmoins, c'est une première mesure qui peut être faite. Il peut également interdire certains rassemblements, il peut également interdire certaines cérémonies ou alors les autoriser, bien évidemment, mais les encadrer dans ce cas. Et il a le pouvoir de mettre des agents municipaux, de police municipale en place pour que tout se passe tranquillement. Et il en va de même pour la problématique des sans domicile fixe. Très nombreux dans les rues de la ville, il revient en premier lieu au maire de s'en occuper, même si son action a des limites. Il est vrai que
le maire peut agir préventivement, puisque je le rappelle, hein, il a un pouvoir de prévention et non pas de répression. Alors, il peut agir préventivement sur la voie et interdire, par exemple, que ces personnes restent sur la voie publique, effectivement. Mais ça ne résout pas le problème, ça ne le résout pas, donc effectivement, parce que ces personnes-là, ensuite, elles iront ailleurs. Donc là, il y a un réel problème de prise en charge de ces personnes qui, là, va relever ensuite plus de l'État. Il ressort donc que sur le territoire communal, une véritable synergie entre les forces municipales et nationales est nécessaire. D'un côté, le travail de prévention de la police municipale et de l'autre, la répression de l'État. Guadeloupe Économique, entité qui regroupe les principales organisations patronales de Guadeloupe, sera de la bataille pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Une liste Guadeloupe Économique dont le leader n'est pas encore connu, mais qui sera soutenue par l'actuelle présidente de la CCIIG. Après 20 années passées à la Chambre consulaire, dont 12 à la tête de l'institution, Colette Coury passe la main. Elle a donc décidé de passer la main. Mais son dernier chantier, c'est de préparer la CCI de demain. Elle est au micro d'Eddie Elatré et de Tessie Césarus. Nous sommes obligés de respecter ce que nous demande CCI France, parce que CCI France a pris des engagements envers le gouvernement, puisque nos recettes, si vous voulez, ont diminué chaque année, les recettes fiscales, donc il faut apprendre à travailler différemment, il faut apprendre à trouver des recettes différemment, il y a des formules, mais tout ça va être développé dans le programme de Guadeloupe Économique dont on va vous parler, je pense, très bientôt. Partout, tout ce qui est établissement public a vu ses budgets restreints. Donc c'est dans ce sens-là que je vous le dis. On nous a donné des directives, on nous a expliqué à quoi il faut arriver, qu'il y avait beaucoup trop de chambres, etc. Ici, ce n'était pas le cas. Nous avions devancé, puisque nous avons en 2010 fait une seule chambre avec les 2 chambres de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Mais en métropole, toutes les chambres sont en train de se rassembler. La CCI de Guadeloupe a quand même subi, et puis les autres en ont subi d'autres, un choc quand même qui était brutal. C'est qu'en même temps qu'on baissait nos recettes fiscales, nous, on a perdu les recettes que nous ramenait l'aéroport, puisque l'aéroport est passé de la gestion directe par la Chambre à une société aéroportuaire en 2014. Donc c'était brutal, parce que, si vous voulez, grâce au fait qu'il y avait quand même la Chambre qui chapeautait, il y avait quand même des services de la Chambre qui travaillaient pour l'aéroport et ça ramenait des fonds à la Chambre. Donc, quelque part, il y a eu beaucoup de pertes de recettes en même temps. C'est l'heure d'emmener un peu de couleur sur ce plateau et avec notre invitée Solène Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire adjointe de l'association des cuisinières de Guadeloupe et vous êtes venue nous parler de la fête des cuisinières pour la Saint-Laurent. Oui. La Saint-Laurent, je crois que c'est mercredi. La fête, ce sera demain samedi. Et vous êtes aussi venue nous parler de cette association qui, cette année, fête ses 100 ans. Première chose, est-ce que ce rendez-vous de la fête des cuisinières connaît toujours un succès ? Alors oui, connaît toujours un grand succès. Cette année encore, c'est un plus grand succès parce qu'on a fini de vendre les tickets et on attend 800 personnes. 800 personnes, et parmi ces personnes-là, il y aura des invités, puisque vous allez recevoir des cuisinières de Guyane et de Martinique, on en parlera dans un instant. Mmh. L'association des cuisinières de Guadeloupe a tout juste 100 ans cette année. Pour qu'elle vive encore 100 ans, on va dire, il faut une relève. Est-ce que cette relève existe ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui intègrent l'association ? Oui, moi déjà, même si effectivement j'ai déjà une dizaine d'années, mais bon, je tends... Une dizaine d'années de présence ? De présence et d'activité dans l'association, mais je tends à être une des jeunes encore, et il y en a d'autres derrière moi. Ils sont nombreux ? Oui, on est à peu près une quarantaine. Okay. Alors pour ces 100 ans, on le disait, vous avez invité vos consoeurs de la Martinique et de la Guyane pour que la fête soit encore plus belle. Est-ce que ça veut dire que ce sera l'occasion d'échanges avec ces cuisinières ? Est-ce qu'on va retrouver des mets de Guyane ou de Martinique par exemple ? Alors non, on ne va pas forcément retrouver des mets de Guyane ou de Martinique, mais nous avons un peu l'habitude d'inviter nos consoeurs. Par exemple, l'association des cuisinières de la Martinique a été créée sous l'impulsion de celle de la Guadeloupe et celle de la Guyane aussi. Alors en fait, on invite nos enfants, on va dire ça comme ça, à notre fête parce qu'on fête nos 100 ans et il faut que toute la famille soit réunie.
Alors, comme chaque année, le premier rendez-vous, c'est d'abord à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour la traditionnelle messe avant la procession dans les rues de Pointe-à-Pitre. Voilà, parce que c'est de tradition. Nous devons aller à la messe parce que nous sommes très croyantes et pour pouvoir bénir notre manifestation et après pouvoir parader dans les rues et festoyer correctement. Alors ça, c'est un rendez-vous très suivi puisque en général, on voit plein de gens sur le parcours qui vous acclament, qui regardent, qui font des photos, qui font des vidéos. Oui, parce qu'effectivement, nous sommes très 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 belles ce jour-là. Nous parlons de nos plus beaux atouts et nos plus beaux bijoux aussi. Voilà. Alors, cette procession en général s'arrête, depuis plusieurs années, la procession s'arrêtait devant l'école Amédée Fingarol. Cette année, ce ne sera pas le cas. Alors, cette année, ça ne sera pas le cas pour des raisons tout à fait pratiques. L'école Amédée Fingarol n'est pas capable d'accueillir 800 invités, sans compter les cuisinières qui seront encore présentes, soit 1000 personnes en tout. Alors donc vous avez donc décidé cette année d'aller au hall Paul Chonchon. Donc je suppose, vous le disiez, c'est surtout en raison du nombre de convives que vous allez recevoir. Qu'est-ce que cela change d'être à Paul Chonchon plutôt qu'à Amédée Fingarol ? Ça nous donne de l'espace surtout, de l'espace pour pouvoir recevoir et pour pouvoir s'amuser au mieux. Alors, hormis les membres de l'association, hormis les cuisinières qui sont invitées de Guyane et de Martinique, vous attendez qui ? Qui sera là ? Alors, on attend en fait la société guadeloupéenne. La société guadeloupéenne composée de ses élus et aussi des administratifs d'État et tout un chacun. Parce que c'est le moment où on s'ouvre un peu, parce que nous avons nos activités durant toute l'année qui ne sont pas forcément visibles pour tous, mais la messe des cuisinières, c'est l'opportunité de partager un moment avec nous. Alors, je suppose qu'il y aura un programme particulier. 100 ans, ça se fête dignement et autrement que les années précédentes. Voilà, mais il faut être là pour voir ce programme. Parce que je ne peux pas encore le dire parce que ça serait gâcher la surprise. Donc, il faut être donc à Paul Chonchon. Premier rendez-vous déjà à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à quelle heure ? Alors, 10h. Et 10h à l'église, la messe débute. Donc il faut être ponctuel. 10h à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, voilà. Donc à Pointe-à-Pitre. Ensuite, cette belle procession dans les rues. Va parcourir les rues de Pointe-à-Pitre, va faire 2 haltes. Une halte au marché aux épices, après au rond-point rue d'Initila, et pour pouvoir faire un petit coucou aussi au marché de Montréal, pour pouvoir finir à Paul Chonchon. Et donc, c'est un très beau spectacle que je vous invite à voir. Si vous n'avez pas encore vu défiler les cuisinières pour la fête de Saint-Laurent, je vous invite à être demain à Pointe-à-Pitre. Et puis, pour ceux qui auront la chance d'avoir pu avoir leur ticket pour ce repas, je suppose qu'ils vont réellement bien s'amuser. Quelques mots sur peut-être les autres rendez-vous en dehors de cette fête de Saint-Laurent, des cuisinières ? Alors, il y a la fête de Saint-Laurent et en fin de mois, en fait, nous avons le riz et calalou. Tout à fait. C'est un moment où aussi à la bonne franquette, où on mange du riz et du calalou, qui sera le 28 août. Et qui est une des dernières manifestations pour clôturer l'année avec nos invités. Et j'espère que vous viendrez sur ce plateau nous en parler. Merci beaucoup, sans souci, Solène Maillot, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la secrétaire adjointe de l'association des cuisinières de Guadeloupe qui fête cette année ses 100 ans. Et c'est le rendez-vous demain, 10h déjà, à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et ensuite au hall Paul Chonchon. Merci beaucoup. Merci à vous. On va parler d'une autre tradition durant les vacances au bord des plages et pour les fêtes patronales. 2 douceurs locales se disputent la vedette. D'un côté, le traditionnel sorbet coco, réalisé à la force des biceps en tournant la manivelle de la sorbetière, et de l'autre, le fameux snowball, plutôt le cinnoball, cette boule de glace rafraîchissante arrosée de sirop, qui, du cinnoball ou du sorbet, fait le plus recette. Nous avons envoyé 2 enquêtrices, Tessie Césarus et Cécile Allègre, sont allées au gosier. Reportage. Cinnoball et sorbet sont au coude à coude dans la dernière ligne droite. Le suspense est à son comble. Avec une paille ou une cuillère, la bataille est en marche pour décrocher le titre tant convoité. Dans le sprint final, le Cinnoball semble prendre de l'avance. Cinnoball, parce que je trouve que ça... c'est plus rafraîchissant, ça rafraîchit mieux en fait. Mais il fait chaud, on est obligé de prendre un Cinnoball. C'est rafraîchissant, c'est parce qu'il fait chaud. Plutôt Cinnoball. Je trouve qu'il y a différents parfums qui... on va dire que c'est plus sucré quoi, ça donne plus envie quoi que le sorbet.
Parce que en fait, le sorbet, j'aime juste le coco quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un snowball. Plus le vert, ça rafraîchit plus que les autres, c'est plus sucré. Là, c'est pour ma mère. Elle a pris orgeat et menthe. Moi, c'est plutôt orgeat et grenadine. Parmi les supporters, les plus anciens semblent avoir misé sur le sorbet. 25 minutes de sport intensif pour permettre aux compétiteurs d'atteindre sa vitesse de pointe. Et là, c'est le matin, mais l'après-midi, c'est le sorbet. Je suis plus sorbet au coco, le snowball, parce que c'est notre tradition à nous. Le snowball, c'est de l'eau n'importe qui peut faire ça, mais le sorbet, c'est pas tous les jours qu'on fait du sorbet au coco. Pour un sorbet de qualité, il vous faudra un entraînement intensif, un équipement adapté, beaucoup de patience et surtout une musculature à toute épreuve. Donc le sorbet coco, moi je le fais avec du coco pays, la noix de coco. Donc j'enlève la pulpe, j'extrais le jus de coco. Et donc je prends le lait de coco qu'on appelle le jus de coco, c'est le lait de coco que je mélange avec du lait sucré. Et je mets des épices dedans, cannelle, muscade, citron. Je mets à l'intérieur de la sorbetière et je remets la couvercle et autour je mets du sel et de la glace qui permet à la glace de durcir. Des fois je fais passion, je fais goyave. Tessie, je crois que les Guadeloupéens avaient raison. Sous la pluie ou sous le soleil, les snowballs restent les meilleures boissons pour se désaltérer. Je suis pas du tout d'accord avec toi Cécile, le sorbet au coco c'est très local et c'est aussi bon. Merci Tessie, merci Cécile pour ce sujet très rafraîchissant. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Le mauvais temps s'installe et les averses orageuses concerneront ce soir la plupart des communes de l'archipel, exception faite peut-être de celle du sud. Demain matin, le soleil tentera de se montrer, mais aura du mal à s'imposer face aux nuages. Les averses seront bien présentes et aucune commune ne devrait être épargnée. Du côté du mauvais temps, mais une bonne nouvelle côté qualité de l'air. Demain, Guader annonce un indice Atmo de 3. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, suivie des informations locales et internationales un peu plus tard. Rendez-vous avec Karine Le Marchand pour l'émission L'amour est dans le pré. À partir de demain, 12h30, c'est Jean-Luc Icard que vous retrouverez. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Alizé Télévision.